Bonjour à toutes et à tous. Suite au vote de la loi numéro 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, Paris Animaux Zoopolis et la députée Danielle Simonet, rapporteuse de la mission d'application de la loi du 30 novembre 2021, ont organisé un colloque à l'Assemblée nationale qui avait pour titre Amorcer la sortie de la captivité animale en France. Elles ont eu la gentillesse de m'inviter pour représenter Aves France. Et comme beaucoup de monde n'a pas pu venir, je vous propose une petite séance de rattrapage avec la présentation que j'ai fait pour Aves France sur les différents thèmes. N'hésitez pas à nous demander, nous poser des questions suite à la diffusion de cette séance de rattrapage. On sera un plaisir de répondre en commentaire. En visionnant ces images qui ont été tournées à l'occasion d'un match de football en Russie, je pense que personne ici ne trouvera ce moment mignon. C'est choquant, dégradant pour l'animal. On n'imaginerait pas ça en France. Pourtant, la France est loin d'être un exemple dans la façon dont elle traite ces animaux sauvages en captivité. Et c'est certainement ce qui a poussé les parlementaires de la précédente législature à adopter la loi 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Alors, Aves France, qui faisait partie des associations consultées par le ministère pendant la mission ministérielle sur le bien-être animal, a été particulièrement investi sur plusieurs sujets. Donc, le premier, c'était les interactions avec les animaux sauvages et notamment les bébés. On voulait montrer que c'était pas qu'à Dubaï, que ça existait aussi en France et qu'en France aussi, on séparait les petits de leur mère pour en faire des objets de business. Alors évidemment, ça nuit à leur développement, ça les expose à des zoonoses, on fait participer le public à l'imprégnation des animaux par des activités comme le biberonnage et on fait payer cher une expérience qui est présentée comme exceptionnelle. Et évidemment, les selfies se retrouvent sur les réseaux sociaux et ils engendrent une publicité gratuite puisque c'est très partagé, qui font que ces jeunes animaux deviennent un produit d'appel. Chaque naissance derrière déclenche la machine à cash et au final, c'est des animaux qui vont rejoindre l'industrie du spectacle. Alors, pour obtenir cette docilité, il faut récompenser les animaux, souvent avec de la nourriture inadaptée. Donc là, sur les photos que vous voyez, c'était de la chantilly ou du fromage. Pour les ours, c'est souvent des bonbons. Les dresseurs affirment qu'il n'y a pas d'impact sur la santé des animaux et c'est faux et on y reviendra sur la partie qui concerne les ours. On fait évidemment prendre des risques aux visiteurs qui sont accueillis dans des établissements ne bénéficiant pas d'autorisation d'ouverture au public. C'est un contournement de la loi, puisque tous les dresseurs, avec la complicité d'une partie de l'administration, disent ouvrir 7 jours par an ou 14 demi-journées en toute légalité, alors que la loi dit seulement qu'à partir de ce nombre de jours d'ouverture, ils sont obligatoirement considérés comme des établissements ouverts au public, avec les règles de la directive ZOO à suivre. Aucun texte ne dit qu'un établissement non ouvert au public peut ouvrir 7 jours par an ou 14 demi-journées. C'est complètement faux. Par contre, ils utilisent tous, effectivement, pour justifier leurs activités. Alors, en mettant le public au contact d'animaux dangereux, on crée les conditions qui pourraient entraîner des actes de maltraitance. Alors, j'utilise le conditionnel parce que la justice n'a pas considéré les images de la vidéo que je vous montre comme des actes de maltraitance, malgré le fait que la lionne se prenne un coup de pied et des frappes qu'on a pu filmer lors de cette visite. C'est toute la problématique de réussir à faire admettre qu'il y a maltraitance sur ces animaux captifs. Alors, Aves France ne faisait pas directement partie du groupe sur les zoos lors de la mission ministérielle sur le bien-être animal, mais on a quand même adressé au ministère un document sur lequel on dénonçait l'aberration de détenir certaines espèces en captivité, et notamment les ours polaires, mais plus largement, toutes les espèces qui ne peuvent pas être réintroduites dans leur milieu naturel et dont l'intérêt de conservation est fortement discutable. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, la majorité des espèces disparaît en raison de la perte de leur habitat, qui est directement liée à la progression d'une espèce invasive qui prend tout l'espace et entre en concurrence avec toutes les autres, c'est la nôtre.
Donc, si ces animaux n'ont plus d'espace pour vivre, on ne voit pas de quel droit on doit en plus les condamner à une vie en captivité. Alors, soi-disant, pour un jour leur offrir les conditions d'un retour improbable à la nature, ou pour continuer à les voir quand elles auront disparu dans leur milieu naturel. Nous, on pense qu'il faut vraiment mettre les moyens dans la conservation in situ de ces espèces. De toute façon, des études récentes ont montré que la captivité avait des effets physiologiques sur les animaux qui les rendaient inaptes à un retour dans leur milieu naturel. L'alimentation trop riche qu'ils reçoivent en captivité modifie leur métabolisme et au bout de quelques mois seulement. Hein, donc, il faut imaginer l'impact que ça a sur des espèces qui sont reproduites depuis des générations en captivité. Pour nous, il faut arrêter l'hypocrisie, accepter de dire que les animaux sauvages sont reproduits, sont les produits d'appel des parcs zoologiques qui se sont malheureusement au fil du temps transformés en structures hôtelières et les animaux sont devenus des attractions. Autre sujet sur lequel on est intervenu, c'est l'exploitation des animaux sauvages pour le divertissement au sens large et la culture. Les événements privés, les événements boîte de nuit, les shootings photos, les tournages. Et sur la capture d'écran que vous voyez, c'est le site d'une agence spécialisée en location d'animaux et les différentes activités qu'elle propose. Et évidemment, on est intervenu sur les montreurs d'ours et de loups puisque ça fait notre spécificité pardon, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, en amont des débats, on a travaillé pendant des années sur les spectacles avec des ours et des loups. Pour les ours, on savait combien d'animaux étaient exploités et par quel dresseur. Pour les loups, pardon, la question des hybrides rend le sujet un peu plus délicat parce qu'on ne sait pas toujours s'il s'agit de chiens ou de loups et quel est le degré d'hybridation. Donc la loi qui a été adoptée, elle prévoit l'interdiction de ces spectacles dans un délai de 2 ans après la promulgation, c'est-à-dire à la fin de l'année 2023. Ça va arriver quand même assez vite. Et si on a obtenu un délai aussi court, c'est parce que peu d'animaux sont concernés, surtout pour les ours, ce qui nous a permis d'obtenir des engagements de la part de structures réellement adaptées à leur prise en charge, comme plusieurs exemples. Donc, on a le cas de Forpos, qui possède plusieurs sanctuaires pour les ours en Europe, mais aussi la Fondation pour les ours en Allemagne, qui gère 2 parcs pour les ours, les loups et les lynx. C'est d'ailleurs le refuge qui prend soin de l'ours Blascha, qui a été renommé Franca, que vous voyez à l'écran, qui a été saisi chez les Poliakov. Et je précise que nos amis allemands prennent soin de cette ours qu'on leur a confiée et elle est complètement à leur charge. La seule demande qu'ont ces établissements, c'est qu'on les prévienne suffisamment tôt pour pouvoir intégrer les animaux français dans leurs établissements. Les listes d'attente sont longues et on n'intègre pas un ours avec d'autres ours au hasard et c'est encore plus compliqué pour les loups qui vivent en meute et qui peuvent s'attaquer aux animaux les plus faibles ou qui n'appartiennent pas au groupe. J'ai évidemment alerté le ministère lors de la dernière réunion qui s'est tenue le 10 novembre 2022. Il semble penser que tous les dresseurs vont vouloir garder leurs animaux et qu'il n'y a pas de souci à se faire. Nous, on précise quand même qu'on n'a toujours pas de définition de ce qu'est un loup hybride dans la loi, alors que les spectacles avec les loups et avec des hybrides seront interdits dans moins d'1 an. Comme on n'a toujours pas accès au fichier IFAP, on n'a aucune idée du nombre d'individus pour lesquels il faudrait trouver une solution d'accueil. Si on insiste quand même sur les loups, c'est parce que, évidemment, c'était notre souhait d'en finir avec ces spectacles, mais à condition de pouvoir les prendre en charge correctement. Et ces dernières années, il y a eu plusieurs évasions de loups, donc aux eaux des Trois-Vallées, Écosonia, le parc du Gévaudan, et même les baladins de la vallée d'Argent, qui sont des dresseurs itinérants, dont une louve s'est échappée et est restée 2 mois en cavale dans la forêt de Brocéliande. J'ai aussi l'exemple d'un ancien montreur d'ours qui a arrêté les spectacles et qui a souhaité garder ses animaux dans un enclos bétonné dans son jardin en Ille-et-Vilaine. Je ne crois pas du tout que ce soit l'esprit de la loi pour laquelle on s'est battu, hein, de laisser ces animaux dans ces conditions, croupir chez leur dresseur, alors qu'en plus, ils n'auront plus de ressources liées au spectacle. Et en plus, les contrôles dans ce type d'établissement sont rares, voire inexistants, donc ça nous pose vraiment question. À propos des statuts d'élevage, un petit point rapide, donc il y a 3 statuts différents. Il y a l'élevage d'agrément
à but non lucratif et non ouvert au public. Donc, c'est un statut, le ministère souhaite introduire dans la loi justement la définition de l'élevage d'agrément, mais aussi la définition d'un animal de compagnie. Alors, lors de la dernière réunion, on nous a dit que l'animal de compagnie serait donc un animal d'espèce non domestique, détenu ou destiné à être détenu par l'homme dans le cadre d'un élevage d'agrément. Pour nous, c'est aberrant de considérer qu'un animal de compagnie serait un animal d'une espèce non domestique. Ensuite, il y a les établissements d'élevage non ouverts au public et les établissements ouverts au public qui doivent, eux, répondre aux normes des parcs zoologiques. Et on craint évidemment que la majorité des dresseurs veuillent continuer à conserver leurs animaux avec le statut le moins contraignant, c'est-à-dire l'élevage non ouvert au public. Pour les animaux et la culture, on avait fait un sondage lors de la Journée mondiale pour sauver les ours le 21 février 2022 avec le moteur de recherche Lilo. Et sur leur page, ils avaient posé la question: faut-il interdire le recours à des animaux sauvages dressés pour les tournages de films publicitaires ou cinématographiques? Et 91% des 2881 répondants ont dit oui. Donc, le vote de la loi du 30 novembre 2021 va bien sûr interdire les spectacles, il va interdire l'exploitation d'animaux sauvages captifs dans les boîtes de nuit, les lieux festifs, le divertissement télévisuel, mais la loi ne précise rien sur les autres recours à ces animaux sauvages, par le milieu culturel notamment, qui semble échapper à toute réglementation. Donc les spectacles avec animaux sauvages, ils seront interdits dans un délai de 7 ans après la promulgation de la loi, et même 2 ans pour les ours et les loups, ce qui signifie que dès la fin du mois de novembre 2023, normalement, on ne verra plus d'ours et de loups dans des spectacles. Mais est-ce qu'on pourra toujours en voir dans des fictions tournées en plateau, dans d'autres activités comme les shootings photos, les tournages de clips, les films documentaires, les publicités? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et sur les captures d'écran, vous voyez, c'est une photographe qui organise des séances avec des animaux sauvages pour les particuliers. Elle recrute sur les réseaux sociaux et d'après nos informations, il faut compter 600 € par personne. Donc, c'est quand même un business lucratif. Pour nous, ce genre de choses ne devrait plus pouvoir exister. Alors évidemment, la presse donne pas toujours le bon exemple. Hein. On voit clairement que le magazine Paris Match qui avait fait une séance photo entre Teddy Riner et l'ours Valentin il y a quelques années, on espère qu'il ne ferait plus ça aujourd'hui, mais rien que le fait que ce soit possible nous pose question. Donc on espère que toutes ces activités seront interdites. Et on voit ici encore une fois une agence de location d'animaux pour diverses activités très lucratives, hein, si on regarde le tableau avec les prix. Il n'y a pas de législation spécifique pour encadrer l'exploitation de ces animaux lors de ces activités, et pourtant ce sont les mêmes que ceux qui font des spectacles. Donc il nous semble vraiment légitime d'interdire les spectacles, mais aussi toutes ces autres activités, puisque finalement ça demande les mêmes contraintes pour les animaux. Ici, on a l'exemple de l'ours Valentin qui a tourné en 2022 dans une pub pour Chris Paul. On a ici des créatifs qui ont utilisé un ours noir d'Amérique pour vanter l'origine suédoise du produit. Donc, c'est complètement un flop. D'abord parce que les gens ne veulent plus voir ça, mais aussi parce qu'en Suède, c'est des ours bruns et pas des ours noirs. Donc là, vraiment, il y a une méconnaissance de l'animal qui rend la pub complètement à côté de ses pompes. Enfin, les créas, je ne sais pas à quoi ils en pensaient, mais c'est ridicule. Valentin, il a aussi tourné dans des films comme Chocolat avec Omar Sy, dans Joséphine Ange Gardien avec Mimimati, des sketchs comme ceux des Kaira, et des clips récemment comme le clip de Weshden ou celui de Jul que vous allez voir après, où le pauvre Valentin est habillé avec un t-shirt et une casquette. On a interdit les spectacles en considérant qu'ils étaient délétères pour les animaux, mais les autres activités, comme celles que vous voyez, nécessitent le même dressage, les mêmes déplacements et les mêmes contraintes pour l'animal. Donc pour nous, il faut que tout ça soit interdit prochainement. Pour ce qui concerne les animaux et le cinéma, on continue de faire naître des animaux en captivité pour les tournages. On a l'exemple du film King qui a été en partie tourné en images de synthèse, mais pour lequel il a fallu un jeune lion quand même, qui a dû naître puis être dressé pour le film. La magie du cinéma, elle opère pas seulement à l'écran, hein, elle permet de transformer les mots.
pour les rendre plus acceptables par un public qui est de plus en plus sensible à la cause animale. Donc, on parle plus de dresseur ni de dompteur, mais d'imprégnateur ou de préparateur animalier. Le mot imprégnateur, vous ne le trouverez pas dans les dictionnaires. Moi, je l'ai trouvé dans le dossier de presse du film Les Saisons de Jacques Perrin et de Jacques Cluzot, et dans une fiche Wikipédia qui ne reprenait que cette seule source pour justifier ce nouveau sens du mot, enfin, ce sens de ce nouveau mot plutôt, puisqu'il n'existait pas. Et donc, leur définition, c'est l'imprégnation permet à l'animal de vivre sa vie sans crainte, de vaquer sans contrainte à ses occupations, en ignorant l'équipe des cinéastes tout proches, à charge pour eux d'en mettre en image les plus beaux moments. Le jeune animal naît avec la peur au ventre, mais aussi avec un besoin vital de chaleur et de contact et de chaleur corporelle. L'enjeu pour l'imprégnateur, de désamorcer au plus vite cette crainte atavique en prenant l'animal en charge aussitôt après sa naissance. Donc, on a ici des cinéastes qui justifient le dressage d'animaux pour obtenir des belles images qu'ils n'ont pas pu avoir dans la nature. Pourtant, on ne trouve aucune mention de dressage ou d'utilisation d'animaux sauvages dans les génériques. Et pour moi, ça, c'est une tromperie du public, parce que quand on pense aller voir un documentaire qui est tourné dans la nature, on pense voir des vrais animaux, pas des animaux sauvages captifs. Et on ne veut pas qu'on nous berne en nous montrant des belles images, mais qui sont tournées avec des animaux dressés. Ces animaux, c'est les mêmes que ceux qui sont exploités dans les spectacles. Hein. Je pense à Mario Masson et ses Fauves, qui a créé une société de production et qui a essayé de se racheter une image avec le cinéma et qui a été condamné, et finalement, ces animaux lui ont été saisis. Je pense à Frédéric Chesneau, donc nous, on a suivi beaucoup parce qu'il faisait des spectacles avec l'ours Valentin, mais qui a une véritable ménagerie à sa disposition pour faire du cinéma et des tournages. Le cirque Kinose de Sylvain et Désiré Rech, qui tourne plus depuis des années, mais qui a continué à faire des tournages pour la télé et la publicité avec Tibi notamment, qui est une femelle bonobo chimpanzé. On pense évidemment à Fauna et Film, puisque Paris Animozoopolis et Vaquita ont sorti une enquête qui montre que le dresseur, qui est un des plus connus dans le monde du cinéma, n'hésitait pas à taper ses animaux. Donc on a vu la vidéo où il tape un rapace. La façon dont il traitait d'autres animaux, dont un ours aussi qu'il a battu, un singe et les poulets à Puble gaulois qui sont partis vivants dans l'enclos des loups. Qu'est-ce que peut faire le ministère de la Culture pour accompagner l'exploitation des animaux sauvages? Nous, on pense que d'abord, il devrait imposer aux sociétés de production de mettre une mention suffisamment visible sur les films pour informer le public que des animaux sauvages captifs ont été utilisés. Et à terme, il faudra les obliger à remplacer les animaux par des séquences totalement virtuelles, mais aussi refuser de subventionner les films qui continueront à faire appel à des animaux sauvages captifs. On pense que le ministère de la Culture, il doit soutenir dès maintenant le développement de technologies innovantes. En France, on est très bon en effets spéciaux et donc il pourrait participer à la création d'une base de données en motion capture pour capter les mouvements des animaux sauvages, ce qui permettrait ensuite aux studios de les utiliser pour créer leurs propres personnages, leurs propres effets spéciaux. Le public, il est de plus en plus soucieux du bien-être animal et bientôt il ne tolérera plus de toute façon de voir ou de savoir que des animaux sauvages ont été utilisés, sont nés et vivent en captivité pour pouvoir tourner des films, des clips ou des publicités. Donc il faut de toute façon amorcer la transition dès maintenant, le plus vite possible. Il faut profiter de cette période de transition pour créer cette base de données en captant les mouvements des animaux sauvages, soit avec des capteurs comme ce que vous voyez directement sur le pelage, soit avec des combinaisons, comme c'est le cas sur l'image que vous voyez ici. Mais c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y préparer. Et pour finir, je vous mets la définition de deux termes qui ont été au centre de la construction de la loi, spectacle et itinérant. D'après la définition du Larousse, le cinéma, le théâtre, le music-hall sont bel et bien des spectacles itinérants, puisque d'une part, ils répondent à la définition d'un spectacle, mais qui nécessitent le déplacement de l'animal. Aucune autre loi n'encadrant l'exploitation d'animaux sauvages dans le cadre de ces activités. Nous considérons que l'exploitation d'animaux sauvages captifs pour la création culturelle devrait être interdite en même temps que l'application de la loi
2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, c'est-à-dire fin 2023 pour les ours et les loups et fin 2028 pour toutes les autres espèces non domestiques.